Je suis très heureuse, et j'espère que vous l'êtes aussi, d'accueillir Sophie Mendelssohn dont l'intervention s'intitule « Psychanalyse des terrains coloniaux et postcoloniaux ». Intervention qui va nous emmener sur des chemins jusqu'ici assez peu parcourus, du moins ensemble dans le cadre du séminaire La part de l'étranger. Ta position, Sophie, mêlant pratique et réflexion critique, théorique, articulant plusieurs champs du savoir et de la pensée, mais aussi de part et d'autre des frontières géographiques et culturelles, et d'une grande richesse pour nous dans ce séminaire qui tentons de faire apparaître les zones de passage entre les sciences humaines, les impensés, la part d'étrangers dont ce passage peut être porteur. Toi qui es tout ensemble psychanalyste, une des fondatrices du collectif de Pantin, dont tu parleras peut-être, co-autrice de plusieurs ouvrages qui, avec les outils propres à cette discipline, pratique, thérapeutique et pensée critique, comme tu le rappelles dans l'introduction, questionne la part de l'étranger. La vie psychique du racisme, l'empire... Merci beaucoup. La vie psychique du racisme, l'empire du démenti, coécrit avec Silvio Boni, est paru en 2021, si je ne me trompe pas, et plus récemment, co-dirigé avec le même auteur, Psychanalyse du reste du monde, géohistoire d'une subversion, dont tu vas nous parler sans doute aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse la parole et merci beaucoup d'être venu. Merci à toi et à vous pour cette invitation qui me donne l'occasion de me raccorder à votre thématique qui évidemment me parle beaucoup, la part de l'étranger. Et du coup, avant d'arriver à cette publication collective, donc, qui date maintenant d'il y a 2 ans, dont la publication date d'il y a 2 ans, je voudrais... quand je t'ai donné mon titre, comme c'est souvent le cas, j'avais évidemment pas construit mon intervention pour aujourd'hui encore. Et voilà, en rentrant dans la préparation de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, j'ai construit toute une trajectoire qui m'amène à faire des points un peu différents qui sont une proposition, disons, de trajet vers ce livre, dont je parlerai à la fin de mon intervention. Et puis, j'espère aussi qu'on pourra discuter, parce que ça m'intéresse aussi de discuter avec vous. Donc je vais vous proposer un trajet, il y en aurait d'autres possibles pour arriver à ce livre, mais voilà. Et donc effectivement, il y a une sorte de rapport d'intimité et même d'indissociabilité que la psychanalyse entretient avec ce que... Alors, j'ai pas trouvé les contenus vraiment de votre séminaire, donc évidemment la part de l'étranger, ça peut recouvrir beaucoup de choses très distinctes, donc je vais vous proposer ma perspective sur ce qu'on peut entendre par cette proposition-là, la part de l'étranger, qui est à mes yeux donc aussi indissociable de l'histoire de la psychanalyse que de sa méthode. Je voudrais commencer par évoquer une sorte d'anecdote, mais qui est aussi un symptôme, très en résonance avec l'actualité. Le 6 mai 2001, à Vienne, en Autriche, donc, à l'invitation de la Société freudienne, Edward Said, qui est sans doute un théoricien que vous connaissez bien, en littérature comparée et études postcoloniales, Edward Said aurait dû, donc ce jour-là, le 6 mai 2001, prononcer à Vienne une conférence dont le titre était « Freud et le monde extra-européen ». À la demande d'un certain nombre de membres de cette société, donc de psychanalyse de Vienne, et en avance sur une mode très, très contemporaine, cette invitation a été annulée, cancel, donc, 2 mois à l'avance, en signe de protestation, contre le geste de Saïd, qui avait à ce moment-là été pris en photo alors qu'il jetait une pierre sur un poste israélien à la frontière libanaise. Donc ce geste datait de juillet 2000. Peu de temps donc avant le début de la seconde intifada. Cette photo fut publiée dans le New York Times et Saïd déclara lui-même qu'il faisait un concours de lancer de pierres avec son fils et qu'il s'agissait, je le cite, d'un geste symbolique de joie à l'occasion de la fin de l'occupation du Liban par Israël qui avait duré 22 ans.
Face au petit scandale que fit cette annulation, donc aussi dans les cercles psychanalytiques, mais surtout en dehors. Bon, c'est avant les réseaux sociaux, 2001, donc voilà, la diffusion de ce genre de scandale n'était pas tout à fait la même à ce moment-là, mais enfin quand même, c'est pas passé inaperçu. Donc face à ce petit scandale, le directeur de l'époque de la Société de psychanalyse de Vienne se dit désolé de cette situation, se désolidarisant étrangement de la décision qu'il avait prise lui-même. Avant d'ajouter dans une formidable dénégation, il n'est pas juste de croire que M. Saïd a été refusé parce qu'il est palestinien. L'idée étant qu'effectivement tout le monde savait qu'il était palestinien au moment de son invitation. Mais en réalité, le savait-on vraiment au moment de l'inviter ? N'est-ce pas plutôt au moment où il se trouve refusé, et par l'acte même du refus, qu'on est effectivement conduit à le savoir ? N'est-ce pas en effet à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que quelques psychanalystes à Vienne se trouvent en position de reconnaître malgré eux, et sur un mode défensif, qu'il n'est pas possible d'être palestinien sans être palestinien. C'est-à-dire que s'efforcer de penser la condition coloniale qui régit les existences palestiniennes, comme Saïd n'a eu de cesse de le faire, ne peut que conduire à ce que s'ensuivent des actes, ici symboliques. Je reprends la qualification que Saïd donne lui-même de son geste, un geste symbolique de joie, donc. Et effectivement, personne n'a été blessé, personne n'a été visé, même. C'est un symbole, c'est le poste-frontière qui est visé, c'est le bâtiment. Donc, voilà, cette position d'être palestinien et de le savoir, ce que les psychanalystes de Vienne ne savaient pas, mais que Saïd lui-même sait, conduit à ce que s'ensuivent des actes visant la sortie de cette condition, donc vers une libération politique. Mais il se pourrait aussi que ce soit le sujet de la conférence de Saïd qui ait posé problème, et qu'il se soit en fait agi d'une certaine façon, moins visible immédiatement, de censurer par avance ce que Saïd s'apprêtait à dire. Il s'avère qu'il allait suivre la recommandation de Freud, qui déclarait souvent à ses patients qu'il devrait apprendre à vivre sans fiction consolatrice, car c'est dans l'anéantissement de ces chimères, je cite Freud, si débilitantes et dangereuses, que gît notre seul espoir. Dans cette conférence, qui eut finalement lieu à Londres, au musée Freud, un an plus tard, et qui a été notamment commentée par une théoricienne de la littérature comparée que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jacqueline Rose, qui est une femme extrêmement intéressante, qui utilise beaucoup la psychanalyse, mais qui est une littéraire. Donc, dans cette conférence qui eut finalement lieu à Londres au musée Freud, un an plus tard, Saïd fit valoir le fait que la relation de Freud au judaïsme était éminemment conflictuelle, en s'appuyant sur l'ultime texte rédigé par le psychanalyste et publié après sa mort, Moïse et le monothéisme. Prenant appui sur la thèse de Freud, devant laquelle Freud lui-même avait été tenté de reculer, et selon laquelle le fondateur du judaïsme, Moïse, n'était pas juif, mais égyptien, donc une origine étrangère et pas une origine pure. Celui qui fonde le judaïsme n'est pas juif lui-même, même si évidemment ça soulève des paradoxes logiques. Et en même temps, c'est précisément ce type de décalage que Freud explore dans son texte et qui intéressait particulièrement Saïd. Donc voilà, dans cette conférence, Saïd a souligné que la législation israélienne contredit, réprime, voire annihile les potentialités d'ouverture inhérentes à l'identité juive, une identité non identique à elle-même, qui produit un certain écart à elle-même et une conflictualité liée à la mise en jeu de cet écart. Et donc, voilà, les potentialités d'ouverture inhérentes à l'identité juive au regard de Saïd sont celles qui tiennent donc aux divisions et aux brisures à la part de l'étranger qui la constitue et qui est située par Freud dans cette origine extrinsèque du judaïsme. Saïd en avait exposé les fondements dans son ouvrage que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Beginnings, qui est donc l'ouvrage par lequel il a atteint une certaine célébrité dans son champ, en reliant l'épistémé, donc la construction de savoir
psychanalytique au nœud de conflictualité insoluble dont est porteuse l'identité juive à ses yeux et sur quoi reposent précisément donc ses potentialités inhérentes d'ouverture. Dans la section de ce livre consacrée à l'interprétation des rêves, parce que Saïd est un grand lecteur de Freud, effectivement, il situe la psychanalyse comme, je le cite, un type de connaissance si dévastateur qu'il en est insupportable à la vue de qui le contemple. En faisant ainsi de la psychanalyse une sorte de gorgone, Saïd prolongeait l'intuition qu'un juriste autrichien très important qui s'appelle Hans Kelsen, c'est un constitutionnaliste qui entre en discussion avec Freud au début des années 20, au moment où Freud lui-même commence à construire ses textes dits culturels, donc Psychologie des foules et analyse du moi par exemple, mais aussi qu'il élabore sa théorie du surmoi, c'est-à-dire de la fonction disons de l'internalisation de la fonction de la loi, et au moment où il considère qu'il n'y a pas de dissociation possible entre psychologie individuelle et psychologie sociale, que toute psychologie individuelle est déjà sociale. Donc ce juriste, Hans Kelsen, donc avait eu à l'occasion de ses publications de Freud, notamment sur ce concept émergent à ce moment-là du surmoi, une discussion où il mobilisait lui-même cette image de la gorgone, c'est-à-dire que ce qu'il faisait valoir, Kelsen, c'est que lorsque le récit national officiel et l'ethnicité fictive qu'il promeut, c'est-à-dire la constitution d'un corps de la nation, et donc le souci d'une homogénéité, de constituer une homogénéité nationale, questions qui sont très présentes dans notre atmosphère politique. Donc, lorsque ce récit national officiel et l'ethnicité fictive qu'il promeut se trouvent brisés par des conjonctures historiques spécifiques, en l'occurrence à l'époque, la montée du national-socialisme, on voit alors apparaître, dit Kelsen, et c'est son point de rencontre très fort avec Freud, on voit alors apparaître ce qui excède le cadre juridique et régulé de l'exercice du pouvoir. Ça rentre tout à fait en écho avec ce que Saïd dit sur le fait que la législation israélienne excède en quelque sorte les potentialités d'ouverture de l'identité juive telle que Freud la propose. On voit donc le cadre juridique excédé et donc l'exercice du pouvoir dérégulé en quelque sorte, son fond de violence rémanent et immaîtrisable apparaissant à la lumière, mais donc ce fond de violence que le cadre juridique est censé réguler, mais qu'il ne peut pas réguler intégralement. Ce fond-là de violence, on ne peut le regarder sans risquer d'en rester pétrifié. Tout l'enjeu de Kelsen à l'époque, c'est d'utiliser les outils que Freud met en circulation, les outils conceptuels, pour penser une manière une sorte d'hygiène de la démocratie qui retravaillerait en permanence ce fond de violence qui menace toujours de ressurgir. Mais aucune fiction consolatrice, pour reprendre cette mise en garde de Freud, que Saïd reprend à son compte également, aucune fiction consolatrice ne peut nous en protéger. Ce n'est pas par des fictions consolatrices qu'on peut se protéger du retour de cette violence qui est réprimée par l'organisation sociale, en particulier par la loi et l'exercice juridique. À la lumière donc de cette anecdote, donc cette affaire de l'annulation de la conférence du Saïd, dont l'actualité radicalise les enjeux, notre actualité, on pourrait justement revenir sur la position depuis laquelle Freud est amené à faire de la psychanalyse une proposition épistémologique singulière et à bien des égards gênante, au point même qu'on puisse la considérer, et qu'elle ait été considérée comme insupportable. Donc, c'est-à-dire ce que l'hypothèse de l'inconscient, puisque c'est son fondement épistémique,
le fondement de l'existence de la psychanalyse comme discipline, c'est cette hypothèse-là, tout par-delà. Donc ce que cette hypothèse de l'inconscient déplace dans le rapport au savoir et dans sa construction en y intégrant précisément la part de l'étranger. En allemand, le terme pour dire inconscient, c'est Unbewusst. Donc, ça fait partie de tous ces termes, je vais y revenir, de tous ces termes freudiens qui sont construits sur une négation, enfin, qui contiennent en eux-mêmes leur propre contradiction. C'est-à-dire le préfixe un en allemand sert de négation c'est du non-savoir. Bewusst, c'est le savoir, donc unbewusst, ce qui ne se sait pas, tout en évidemment constituant son propre un recours, disons, pour tracer les voies un peu inattendues et toute l'histoire de la psychanalyse est là pour faire valoir ces voies-là, les voies inattendues, de la construction d'un savoir qui ne se sait pas lui-même. Donc ces tensions-là sont extrêmement présentes, y compris dans le vocabulaire psychanalytique que Freud forge pour rendre sensible dans la langue même les contradictions qu'il essaye de mettre au travail. Et l'allemand autorise comme ça des constructions de mots beaucoup plus que le français qui est plus figé sur ce plan-là. On peut construire des concepts en proposant des mots qui contiennent une dynamique, une dialectique, voire une contradiction. Et bon, Freud est extrêmement sensible à ça. Vous savez peut-être qu'il a eu le prix Goethe, donc un prix de littérature, pour la qualité littéraire de ses textes théoriques. Donc il a une sensibilité très grande à la langue. Je voudrais situer Freud dans le contexte où il se trouve, au moment donc où il en vient. Alors je ne vais pas du tout retracer toute l'histoire de la psychanalyse, ce serait beaucoup trop long, et puis voilà. Mais quand même, je voudrais préciser une chose, et qui bien sûr va avec les préoccupations de recherche qui sont les miennes. Il est assez rare de considérer la situation des Juifs, puisqu'évidemment donc Freud est juif. Il est assez rare de considérer cette situation des Juifs de la Mitteleuropa, donc Europe centrale en fait, situation qui est particulière à l'Allemagne et à l'Autriche, puisque c'est le lieu du mouvement assimilationniste des Juifs sortis des ghettos, des shtetls à la fin du XIXe siècle, et entrée et constitution d'une bourgeoisie juive qui contribue, disons, à la constitution d'un énorme rapport au savoir qui est assez spécifique depuis que un homme dont je porte le nom s'appelle Moïse Mendelssohn au XVIIIe siècle a ouvert la voie à l'intégration, assimilation des Juifs à la culture, essentiellement à la culture allemande. Donc Moïse Mendelssohn, qui est le représentant de ce qu'on a appelé les Lumières juives, ça s'appelle la Haskalah en hébreu, en discussion avec les Lumières allemandes, d'autres philosophes de l'époque, Lavater, mais surtout Kant, sont des partenaires de pensée et soutiennent le mouvement qui est celui de Moïse Mendelssohn, qui consiste donc à traduire, enfin son geste, il a toute une philosophie propre, mais son geste est majeur, est d'avoir traduit pour la première fois donc, le Talmud en langue vernaculaire, en allemand. Et par là, donc, à rendre accessible, évidemment, aux non-juifs la connaissance du Talmud, mais aussi rendre aux juifs, rapprocher les juifs d'une possibilité de dialogue, disons, interreligieux déjà, ce que Moïse Mendelssohn fait lui-même, notamment avec les protestants, mais aussi, donc, à rendre possible une pensée allemande pour les juifs. Et ils vont s'en saisir de manière extrêmement puissante à partir du XIXe siècle.
Marx lui-même n'est pas complètement étranger à ce mouvement, même s'il l'a dénié. Il est quand même... Je voulais dire un petit peu, avant de présenter Sophie Mendelssohn, lui dire à elle quel public elle avait en face d'elle. Donc tu as en face de toi un mélange de collègues, je ne veux pas te dire toutes les disciplines, de doctorants et de doctorantes, de masterants et masterantes, en littérature, mais pas seulement. Pas seulement. Sciences humaines. Il n'y a pas des gros pontes de la psychiatrie dans la salle, quoi. Je pense que tu peux vulgariser à mort. Non, mais en plus c'est la psychiatrie, ma discipline, donc pas de problème. Okay. Et très bien, il faut que je te présente ici. Maxime m'a dit que le micro était attaché à l'ordinateur. Et puis ensuite, je vais peut-être... Il faudra peut-être le rapprocher tout ça. Oui, ouais. Voilà, bon, je vais me mettre là le temps de la présentation. Donc, je suis très heureuse, et j'espère que vous l'êtes aussi, d'accueillir Sophie Mendelssohn dont l'intervention s'intitule « Psychanalyse des terrains coloniaux et postcoloniaux ». Et intervention qui va nous emmener sur des chemins jusqu'ici assez peu parcourus, du moins ensemble dans le cadre du séminaire La part de l'étranger. Ta position, Sophie, mêlant pratique et réflexion critique, théorique, articulant plusieurs champs du savoir et de la pensée, mais aussi de part et d'autre des frontières géographiques et culturelles, et d'une grande richesse pour nous dans ce séminaire qui tentons de faire apparaître les zones de passage entre les sciences humaines, les impensés, la part d'étrangers dont ce passage peut être porteur. Toi qui es tout ensemble psychanalyste, une des fondatrices du collectif de Pantin, dont tu parleras peut-être, co-autrice de plusieurs ouvrages qui, avec les outils propres à cette discipline, pratique, thérapeutique et pensée critique, comme tu le rappelles dans l'introduction, questionne la part de l'étranger. La vie psychique du racisme, l'empire... Merci beaucoup. La vie psychique du racisme, l'empire du démenti, coécrit avec Silvio Boni, est paru en 2021, si je ne me trompe pas. Et plus récemment, co-dirigé avec le même auteur, Psychanalyse du reste du monde, géohistoire d'une subversion, dont tu vas nous parler sans doute aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse la parole et merci beaucoup d'être venu. Merci à toi et à vous pour cette invitation. Qui me donne l'occasion de me raccorder à votre thématique qui évidemment me parle beaucoup, la part de l'étranger. Et du coup, avant d'arriver à cette publication collective, donc, qui date maintenant d'il y a 2 ans, dont la publication date d'il y a 2 ans, je voudrais... quand je t'ai donné mon titre, comme c'est souvent le cas, j'avais évidemment pas construit mon intervention pour aujourd'hui encore. Et voilà, en rentrant dans la préparation de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, j'ai construit toute une trajectoire qui m'amène à faire des points un peu différents qui sont une proposition, disons, de trajet vers ce livre, dont je parlerai à la fin de mon intervention. Et puis, j'espère aussi qu'on pourra discuter, parce que ça m'intéresse aussi de discuter avec vous. Donc, je vais vous proposer un trajet. Il y en aurait d'autres possibles pour arriver à ce livre, mais voilà. Et donc, effectivement, il y a une sorte de rapport d'intimité et même d'indissociabilité que la psychanalyse entretient avec ce que... Alors, j'ai pas trouvé les contenus vraiment de votre séminaire, donc évidemment, la part de l'étranger, ça peut recouvrir beaucoup de choses très distinctes, donc je vais vous proposer ma perspective, disons, sur ce qu'on peut entendre par cette proposition-là, la part de l'étranger, qui est, à mes yeux, donc aussi indissociable de l'histoire de la psychanalyse que de sa méthode. Je voudrais commencer par évoquer une sorte d'anecdote, mais qui est aussi un symptôme, très en résonance avec l'actualité. Le 6 mai 2001, à Vienne, en Autriche, donc, à l'invitation de la Société freudienne, Edward Said, qui est sans doute un théoricien que vous connaissez bien,
en littérature comparée et études postcoloniales. Edward Said aurait dû, donc ce jour-là, le 6 mai 2001, prononcer à Vienne une conférence dont le titre était « Freud et le monde extra-européen ». À la demande d'un certain nombre de membres de cette société, donc de psychanalystes de Vienne, et en avance sur une mode très, très contemporaine, cette invitation a été annulée, cancelled, donc, 2 mois à l'avance, en signe de protestation contre le geste de Saïd, qui avait à ce moment-là été pris en photo alors qu'il jetait une pierre sur un poste israélien à la frontière libanaise. Donc ce geste datait de juillet 2000. Peu de temps donc avant le début de la seconde intifada. Cette photo fut publiée dans le New York Times et Saïd déclara lui-même qu'il faisait un concours de lancer de pierres avec son fils et qu'il s'agissait, je le cite, d'un geste symbolique de joie à l'occasion de la fin de l'occupation du Liban par Israël qui avait duré 22 ans. Face au petit scandale que fit cette annulation, donc aussi dans les cercles psychanalytiques, mais surtout en dehors, bon, c'est avant les réseaux sociaux, 2001, donc voilà, la diffusion de ce genre de scandale n'était pas tout à fait la même à ce moment-là, mais enfin quand même, c'est pas passé inaperçu. Donc face à ce petit scandale, le directeur de l'époque de la Société de psychanalyse de Vienne se dit désolé de cette situation, se désolidarisant étrangement de la décision qu'il avait prise lui-même. Avant d'ajouter dans une formidable dénégation, il n'est pas juste de croire que M. Saïd a été refusé parce qu'il est palestinien. L'idée étant qu'effectivement tout le monde savait qu'il était palestinien au moment de son invitation. Mais en réalité, le savait-on vraiment au moment de l'inviter ? N'est-ce pas plutôt au moment où il se trouve refusé, et par l'acte même du refus, qu'on est effectivement conduit à le savoir ? N'est-ce pas en effet à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que quelques psychanalystes à Vienne se trouvent en position de reconnaître malgré eux, et sur un mode défensif, qu'il n'est pas possible d'être palestinien sans être palestinien. C'est-à-dire que s'efforcer de penser la condition coloniale qui régit les existences palestiniennes, comme Saïd n'a eu de cesse de le faire, ne peut que conduire à ce que s'ensuivent des actes, ici symboliques. Je reprends la qualification que Saïd donne lui-même de son geste, un geste symbolique de joie, donc. Et effectivement, personne n'a été blessé, personne n'a été visé, même. C'est un symbole, c'est le poste frontière qui est visé, c'est le bâtiment. Donc, voilà, cette position d'être palestinien et de le savoir, ce que les psychanalystes de Vienne ne savaient pas, mais que Saïd lui-même sait, conduit à ce que s'ensuivent des actes visant la sortie de cette condition, donc vers une libération politique. Mais il se pourrait aussi que ce soit le sujet de la conférence de Saïd qui ait posé problème, et qu'il se soit en fait agi d'une certaine façon, moins visible immédiatement, de censurer par avance ce que Saïd s'apprêtait à dire. Il s'avère qu'il allait suivre la recommandation de Freud, qui déclarait souvent à ses patients qu'il devrait apprendre à vivre sans fiction consolatrice, car c'est dans l'anéantissement de ces chimères, je cite Freud, si débilitantes et dangereuses, que gît notre seul espoir. Dans cette conférence, qui eut finalement lieu à Londres, au musée Freud, 1 an plus tard, et qui a été notamment commentée par une théoricienne de la littérature comparée que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jacqueline Rose, qui est une femme extrêmement intéressante, qui utilise beaucoup la psychanalyse, mais qui est une littéraire. Donc, dans cette conférence qui eut finalement lieu à Londres au musée Freud, 1 an plus tard, Saïd fit valoir le fait que la relation de Freud au judaïsme était éminemment conflictuelle, en s'appuyant sur l'ultime texte rédigé par le psychanalyste et publié après sa mort, Moïse et le monothéisme. Prenant appui sur la thèse de Freud, devant laquelle Freud lui-même avait été tenté de reculer, et selon laquelle le fondateur du judaïsme, Moïse, n'était pas juif, mais égyptien, donc une origine étrangère et pas une origine pure. Celui qui fonde le judaïsme n'est pas juif lui-même, même si évidemment ça soulève des paradoxes logiques
Et en même temps, c'est précisément ce type de décalage que Freud explore dans son texte et qui intéressait particulièrement Saïd. Donc voilà, dans cette conférence, Saïd a souligné que la législation israélienne contredit, réprime, voire annihile les potentialités d'ouverture inhérentes à l'identité juive, une identité non identique à elle-même, disons, qui produit un certain écart à elle-même et une conflictualité liée à la mise en jeu de cet écart. Et donc, voilà, les potentialités d'ouverture inhérentes à l'identité juive au regard de Saïd sont celles qui tiennent donc aux divisions et aux brisures à la part de l'étranger qui la constitue et qui est située par Freud dans cette origine extrinsèque du judaïsme. Saïd en avait exposé les fondements dans son ouvrage que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Beginnings, qui est donc l'ouvrage par lequel il a atteint une certaine célébrité dans son champ, en reliant l'épistémé, donc la construction de savoir psychanalytique, au nœud de conflictualité insoluble dont est porteuse l'identité juive à ses yeux et sur quoi repose précisément donc ces potentialités inhérentes d'ouverture. Dans la section de ce livre consacrée à l'interprétation des rêves, puisque ça est un grand lecteur de Freud, effectivement, il situe la psychanalyse comme, je le cite, un type de connaissance si dévastateur qu'il en est insupportable à la vue de qui le contemple. En faisant ainsi de la psychanalyse une sorte de gorgone, Saïd prolongeait l'intuition qu'un juriste autrichien très important qui s'appelle Hans Kelsen, c'est un constitutionnaliste qui entre en discussion avec Freud au début des années 20, au moment où Freud lui-même commence à construire ses textes dits culturels, donc Psychologie des foules et analyse du moi par exemple, mais aussi qu'il élabore sa théorie du surmoi, c'est-à-dire de la fonction disons, de l'internalisation de la fonction de la loi, et au moment où il considère qu'il n'y a pas de dissociation possible entre psychologie individuelle et psychologie sociale, que toute psychologie individuelle est déjà sociale. Donc ce juriste, Hans Kelsen, donc avait eu à l'occasion de ses publications de Freud, notamment sur ce concept émergent à ce moment-là du surmoi, une discussion où il mobilisait lui-même cette image de la gorgone, c'est-à-dire que ce qu'il faisait valoir, Kelsen, c'est que lorsque le récit national officiel et l'ethnicité fictive qu'il promeut, c'est-à-dire la constitution d'un corps de la nation, et donc le souci d'une homogénéité, de constituer une homogénéité nationale, questions qui sont très présentes dans notre atmosphère politique. Donc, lorsque ce récit national officiel et l'ethnicité fictive qu'il promeut se trouvent brisés par des conjonctures historiques spécifiques, en l'occurrence à l'époque, la montée du national-socialisme, on voit alors apparaître, dit Kelsen, et c'est son point de rencontre très fort avec Freud, on voit alors apparaître ce qui excède le cadre juridique et régulé de l'exercice du pouvoir. Ça rentre tout à fait en écho avec ce que Saïd dit sur le fait que la législation israélienne excède en quelque sorte les potentialités d'ouverture de l'identité juive telle que Freud la propose. On voit donc le cadre juridique excédé et donc l'exercice du pouvoir dérégulé en quelque sorte, son fond de violence rémanent et immaîtrisable apparaissant à la lumière, mais donc ce fond de violence que le cadre juridique est censé réguler, mais qu'il ne peut pas réguler intégralement. Ce fond-là de violence, on ne peut le regarder sans risquer d'en rester pétrifié. Tout l'enjeu de Kelsen à l'époque, c'est d'utiliser les outils
que Freud met en circulation, les outils conceptuels pour penser une manière une sorte d'hygiène de la démocratie qui retravaillerait en permanence ce fond de violence qui menace toujours de ressurgir. Voilà. Mais aucune fiction consolatrice, pour reprendre cette mise en garde de Freud, que Saïd reprend à son compte également, aucune fiction consolatrice ne peut nous en protéger. Ce n'est pas par des fictions consolatrices qu'on peut se protéger du retour de cette violence qui est réprimée par l'organisation sociale, en particulier par la loi et l'exercice juridique. À la lumière donc de cette anecdote, donc cette affaire de l'annulation de la conférence du Saïd, dont l'actualité radicalise les enjeux, notre actualité, on pourrait justement revenir sur la position depuis laquelle Freud est amené à faire de la psychanalyse une proposition épistémologique singulière et à bien des égards gênante, au point même qu'on puisse la considérer et qu'elle ait été considérée comme insupportable. Donc, c'est-à-dire ce que l'hypothèse de l'inconscient, puisque c'est son fondement épistémique, le fondement de l'existence de la psychanalyse comme discipline, c'est cette hypothèse-là, tout par-delà. Donc, ce que cette hypothèse de l'inconscient déplace dans le rapport au savoir et dans sa construction, en y intégrant précisément la part de l'étranger. En allemand, le terme pour dire inconscient, c'est Unbewusst. Donc, ça fait partie de tous ces termes, je vais y revenir, de tous ces termes freudiens qui sont construits sur une négation, enfin, qui contiennent en eux-mêmes leur propre contradiction. C'est-à-dire, le préfixe un en allemand sert de négation c'est du non-savoir. Bewusst, c'est le savoir, donc unbewusst, ce qui ne se sait pas, tout en évidemment constituant son propre un recours, disons, pour tracer les voies un peu inattendues et toute l'histoire de la psychanalyse est là pour faire valoir ces voies-là, les voies inattendues de la construction d'un savoir qui ne se sait pas lui-même. Donc ces tensions-là sont extrêmement présentes, y compris dans le vocabulaire psychanalytique que Freud forge pour rendre sensible dans la langue même les contradictions qu'il essaye de mettre au travail. Et l'allemand autorise comme ça des constructions de mots beaucoup plus que le français qui est plus figé sur ce plan-là. On peut construire des concepts en proposant des mots qui contiennent une dynamique, une dialectique, voire une contradiction. Et bon, Freud est extrêmement sensible à ça. Vous savez peut-être qu'il a eu le prix Goethe, donc un prix de littérature, pour la qualité littéraire de ses textes théoriques. Donc il a une sensibilité très grande à la langue. Donc je voudrais situer Freud dans le contexte où il se trouve au moment donc où il en vient. Alors je ne vais pas du tout retracer toute l'histoire de la psychanalyse, ce serait beaucoup trop long, et puis voilà. Mais quand même, je voudrais préciser une chose. Et qui bien sûr va avec les préoccupations de recherche qui sont les miennes. Il est assez rare de considérer la situation des Juifs, puisqu'évidemment donc Freud est juif, il est assez rare de considérer cette situation des Juifs de la Mitteleuropa, donc Europe centrale en fait, situation qui est particulière à l'Allemagne et à l'Autriche, puisque c'est le lieu du mouvement assimilationniste des Juifs sortis des ghettos, des shtetls à la fin du XIXe siècle, et entrée et constitution d'une bourgeoisie juive qui contribue, disons, à la constitution d'un énorme rapport au savoir qui est assez spécifique depuis qu'un homme dont je porte le nom
s'appelle Moïse Mendelssohn, au XVIIIe siècle, a ouvert la voie à l'intégration, assimilation des Juifs à la culture, essentiellement à la culture allemande. Donc Moïse Mendelssohn, qui est le représentant de ce qu'on a appelé les Lumières juives, ça s'appelle la Haskalah en hébreu, et voilà, en discussion avec les Lumières allemandes, donc je sais pas, d'autres philosophes de l'époque, Lavater, mais surtout Kant, sont des partenaires de pensée et soutiennent le mouvement qui est celui de Moïse Mendelssohn, qui consiste donc à traduire, enfin son geste, il a toute une philosophie propre, mais son geste est majeur, est d'avoir traduit pour la première fois donc, le Talmud en langue vernaculaire, en allemand. Et par là, donc, à rendre accessible, évidemment, aux non-juifs la connaissance du Talmud, mais aussi rendre aux juifs, rapprocher les juifs d'une possibilité de dialogue, disons, interreligieux déjà, ce que Moïse Mendelssohn fait lui-même, notamment avec les protestants, mais aussi, donc, à rendre possible une pensée allemande pour les juifs. Et ils vont s'en saisir de manière extrêmement puissante à partir du XIXe siècle. Marx lui-même n'est pas complètement étranger à ce mouvement, même s'il l'a dénié. Il est quand même héritier de ce mouvement-là. Donc voilà. Pour autant, il est assez rare de considérer la situation des Juifs de cette Mitteleuropa comme une situation coloniale. Sous une modalité certes différente de celle qui s'est constituée dans les empires, une colonisation de l'intérieur où une partie de la population apparaît comme un corps étranger à l'intérieur donc du corps national, puisque cette assimilation des Juifs se fait, et c'est évidemment pas du tout un hasard, en même temps que la montée de l'antisémitisme moderne, c'est-à-dire en rupture avec la judéophobie traditionnelle plutôt adossée à des questions religieuses, mais désormais, donc, dans le mouvement de scientistes du XIXe siècle, une conception biologisée de la race. Donc les deux sont corrélés. À la fois donc, ce mouvement assimilationniste et la cristallisation de cet antisémitisme moderne. La proposition qui est faite alors aux Juifs de l'Empire austro-hongrois, qui étaient par ailleurs donc, dans une bien meilleure position que ceux qu'on appelait les Ostjuden, c'est-à-dire les Juifs des shtetl, et de ce qu'on a appelé la zone de peuplement, c'est-à-dire tout ce qui va de la Pologne, Hongrie, jusqu'à la Russie, donc toute une zone comme ça, en fait internationale, littéralement, transnationale. Ces Ostjuden sont dans une position beaucoup plus fragile et subissent, comme vous le savez, des pogroms dévastateurs depuis le dernier quart du XIXe siècle. Donc la proposition qui est faite aux Juifs de l'Empire austro-hongrois est apparemment une proposition d'assimilation, mais qui s'avère, pour reprendre le terme freudien et sur lequel il va revenir lui-même dans ce texte Moïse et le monothéisme qu'il écrit en exil à Londres, enfin comment ça vienne avant l'exil à Londres, mais donc un texte qui est précipité par cet exil. Évidemment, cette question de l'assimilation ne peut lui apparaître à lui-même rétrospectivement que comme une fiction consolatrice, vu la trajectoire qu'il subit lui-même. Voilà. Donc, cette fiction consolatrice, elle sait énoncer comme ça, soyez comme nous et vous deviendrez l'un des nôtres. Mais accepter ce postulat signifiait néanmoins, voilà, on est là précisément dans ce type de contradiction que Freud, alors pas celle-là exactement, mais qui est justement le noyau de conflictualité qui intéresse Freud. Accepter un postulat de ce type, soyez comme nous et vous deviendrez l'un des nôtres, accepter ce postulat signifie accepter sa propre différence. On ne peut pas entrer dans ce pacte-là sans entériner soi-même que c'est en tant que différent du corps de la nation qu'on peut être invité à s'y assimiler.
et un théoricien qui est aussi d'ailleurs un théoricien de la littérature états-unien qui s'appelle Sandor Gilman, qui a fait une énorme somme sur ce qu'on a appelé la Jewish self-hatred, donc la haine de soi juive. Dans son étude, Gilman souligne que plus on tente de s'identifier à ceux qui nous ont étiquetés comme différents, plus on accepte les valeurs, les structures sociales et les attitudes du groupe déterminant, plus on semble s'éloigner de la véritable acceptabilité. Car à mesure que l'on se rapproche des normes fixées par le groupe de référence, l'approbation du groupe s'éloigne. À ses propres yeux, on devient identique à la définition de l'acceptabilité et pourtant on n'est toujours pas accepté. Car l'état idéal est de n'avoir jamais été l'autre, un état qui ne peut être atteint. Donc la haine de soi juive pouvait alors être considérée comme une étiquette valable pour un mode spécifique d'abnégation de soi. Vous avez peut-être entendu parler d'un livre hyper célèbre d'un Viennois. Alors c'est vraiment la Vienne décadente d'une certaine manière. Otto Weininger, ça vous dit quelque chose? Sexe et caractère, un livre qui a été extrêmement célèbre au moment de sa publication, dont l'auteur juif tient des propos à la fois antisémites et misogynes, d'ailleurs associant, il est l'un des créateurs de ce trope antisémite qui féminise les juifs, mais donc c'est aussi problématique pour les femmes que pour les juifs en l'occurrence, et qui s'est donc suicidé et qui est devenu une sorte de célébrité de son temps, et d'ailleurs adoubé par Hitler lui-même, qui a dit que le seul juif qui voulait bien lire, c'était Weininger, juif qui s'était renié lui-même. Donc cette haine de soi juive pouvait être considérée comme une étiquette valable pour un mode spécifique d'abnégation de soi, conséquence du refus de l'altérisation et de l'accent mis sur l'acceptabilité qu'elle implique. La fragmentation de l'identité qui en résulte entre les juifs supposés acceptables et les juifs non acceptables, donc ceux qu'on peut assimiler et ceux qu'on ne peut pas assimiler, donne son appui, selon Gilman, à la haine de soi. Il le montre très clairement, la haine de soi résulte de l'acceptation par les outsiders de l'image mirage d'eux-mêmes, produite par le groupe de référence, comme étant réelle et vraie. C'est des questions qu'on retrouve de manière quasi identique dans un texte comme Peau noire et masque blanc de Fanon. Ce sont les mêmes problèmes qui sont traités et quasiment dans les mêmes termes. Et d'ailleurs, vous savez sans doute, Fanon fait référence au texte de Sartre sur la question juive et compare les juifs et les noirs de ce point de vue-là, avec l'idée que les juifs bénéficient d'un avantage dans cette affaire, c'est qu'ils ne sont pas immédiatement repérables comme juifs. Or, ce qui n'est évidemment pas le cas des noirs. Or, c'est bien tout le problème qui est posé. Et la raison pour laquelle un certain nombre de théoriciens contemporains, je pense par exemple à Daniel et Jonathan Boyarin, qui ont écrit un livre donc des États-Unis, des talmudistes, mais aussi sous un genre totalement nouveau, une sorte d'étude talmudique intersectionnelle. Ils intègrent les questions de genre, de race, de classe dans leur lecture des questions juives. Et donc ce livre qui s'appelle Powers of Diaspora fait pour cette raison-là, donc, c'est-à-dire le fait que les juifs sont non repérables comme juifs jusqu'à un certain point dans l'espace de la Mitteleuropa, mais c'est justement, ça suscite un racisme spécifique qui est que on cherche le parasite qui vient défaire l'homogénéité du corps national, c'est-à-dire cette part de l'étranger insupportable, d'autant plus insupportable qu'elle est imperceptible comme telle, parce qu'il y a eu assimilation, en tout cas dans une certaine mesure, c'est-à-dire évidemment c'est déterminé socialement, ceux qui s'assimilent sont les bourgeois, pas le prolétariat,
il y a toute une histoire extrêmement intéressante de l'organisation politique du prolétariat juif qui est complètement différente de cette affaire d'assimilation à l'allemande, disons en tout cas dans le contexte austro-hongrois et allemand. Et donc, voilà, ce que les frères Boyarin argumentent pour considérer qu'il s'agit d'une situation coloniale interne, cette situation des Juifs dans ce contexte historique-là, c'est que voilà, ça a produit des relations de pouvoir dont la haine de soi juive est un effet, sinon tout à fait identique, du moins comparable à ce qui s'est déployé dans les empires coloniaux. Et effectivement, ça semble tout à fait légitime de brancher les réflexions de Fanon sur la manière, peau noire, masque blanc, sur la manière dont, disons, une forme d'invisibilisation à soi et aux autres est produite en situation coloniale pour échapper autant que possible, mais jamais complètement, et d'ailleurs en général ça rate même grandement, pour échapper donc au rapport de pouvoir qui caractérise la situation coloniale. Donc voilà, il reste que c'est bien depuis cette position, donc, et vous savez que la psychanalyse a été qualifiée initialement par ses détracteurs antisémites de science juive pour la disqualifier. C'est au nom de ça d'ailleurs que l'Institut psychanalytique de Berlin a été dissous et que des psychiatres favorables au nazisme ont été mis à la direction de cet institut en remplacement de ceux qui avaient été dégagés. Donc c'est bien depuis cette position un écart interne à soi, le repérage d'une part irréductible de l'étranger, qui est donc produite par le positionnement politique de la situation des Juifs dans cette région du monde à ce moment-là. Donc c'est depuis cette position que la judéité s'expérimente elle-même dans la société européenne de l'époque, et c'est depuis cette position donc que se fait cette proposition épistémologique qui est celle de la psychanalyse, qui inscrit cette part de l'étranger au cœur de l'intime. Autant dire que disons, les critiques souvent acerbes qui sont faites à la pensée freudienne d'être, disons, aveugle au déterminisme de classe, de race et de genre, c'est-à-dire d'être au fond réactionnaire. Et voilà, il y a des déclarations de Freud qui alimentent cette critique, mais qui au fond ne touchent pas, à mon avis, disons la singularité et la réelle portée stratégique du positionnement de la psychanalyse dans ce contexte-là. Je voudrais donc juste entrer dans... Attends, ça fait combien de temps que je parle? Une demi-heure, c'est ça? Oui. Ok. Combien de temps on a exactement? Oui, à peu près 1 heure. D'accord. Attends, encore... On a 1h30. Ah, oui, voilà, ouais, j'aimerais bien qu'on discute aussi. On a encore, voilà. Il faut qu'en fait, on doit libérer la salle à 19h. Ok. Non mais c'est pas toujours simple pour moi de calibrer exactement ce que tu te mets à parler et puis tu parles, quoi. Donc effectivement ça dérive un peu. Je voulais quand même partager avec vous, à cause de la thématique de votre séminaire, et à cause du fait que cette affaire, donc j'ai essayé de le montrer en situant les choses historiquement, que cette affaire de part de l'étranger est structurante pour la position épistémologique de la psychanalyse, et les propositions à la fois théoriques et cliniques qui en découlent. Je voulais revenir sur
Donc, une des manières, il y en a d'autres, une des manières freudiennes, mais c'est d'une certaine manière la plus littéraire, et tout le monde a sûrement entendu parler de ce concept qui commence aussi par le préfixe unheimlich, donc, qui est traduit en français en général par inquiétante étrangeté, mais qui est une mauvaise traduction parce que ça ne fait pas apparaître le cœur de cette affaire que Freud a développé donc, à partir de sa lecture d'un conte fantastique de Hoffmann et qui vient justement articuler cette sorte d'intrication indémêlable entre l'intime et l'étranger. Et donc, ce qu'on entend dans le terme allemand unheimlich, donc voilà, dans la traduction inquiétante étrangeté, on perd le heim, le familier. Or, ce qui intéresse Freud dans ce vocable-là, c'est précisément donc qu'il qualifie le familier, mais il en vient par glissement progressif à désigner ce qui appartient à la sphère strictement privée, ce qui est donc caché, secret, dérobé au regard. En un mot, ce qui est précisément donc unheimlich, c'est-à-dire ce qui se loge au cœur de l'intime, du familier, pour le déplacer, le renverser, voilà, l'ouvrir à sa propre étrangeté. Donc c'est vrai que y a une sorte de paradoxe qui est que là, heimlich et unheimlich, donc le terme familier et sa contradiction, le non familier, en fait, voilà, d'une certaine manière deviennent synonymes chez Freud parce que le heimlich, le familier, est au cœur de l'unheimlich et la reconnaissance au cœur de l'étrangeté. Donc alors c'est intéressant de voir comment il définit ce unheimlich. Elle se constitue lorsque des complexes infantiles refoulés, donc le refoulement en un mot, c'est le processus de défense principal, premier et principal, qui caractérise la névrose pour Freud, c'est-à-dire donc il y a un conflit entre l'affect et la représentation. Et la représentation est, disons, renvoyée dans une forme d'oubli, mais qui est en fait une mémoire inconsciente qui peut revenir à la faveur de certains événements de vie qui ramènent le refoulé. Donc l'unheimlich se constitue lorsque des complexes infantiles refoulés sont ranimés par une impression ou lorsque des convictions primitives dépassées paraissent à nouveau confirmées. Donc un imaginaire archaïque, des fantasmes originels ont été refoulés, dépassés, au nom du principe de réalité qui peu à peu s'est imposé. Et voilà donc au gré de tel ou tel événement, la réalité vient raviver ce qui en son nom avait été écarté. D'où donc une construction complexe, une sorte de superposition d'étrangeté et de reconnaissance qui fait vaciller nos repères, nous plonge dans l'inquiétude et le malaise. Ce que rappelle Freud, c'est qu'on a peur du danger interne que représente sa propre libido, mais c'est sa projection dans le réel, la projection de cette libido dans le réel, qui donne forme à l'unheimlich, c'est-à-dire on projette à l'extérieur ce qui nous met en conflit à l'intérieur, mais ça revient depuis l'extérieur et ça rend cette réalité familière elle-même voilà, étrange et inquiétante. Il y a juste fait un tout petit excursus avec Lacan, qui donc, comme vous le savez peut-être, un génie des néologismes, et donc il propose le terme extime, oui. Voilà, vous avez peut-être rencontré dans vos différentes recherches, donc qui apparaît une fois en fait en 69 dans son séminaire sur l'éthique. Et donc voilà, là aussi on voit bien le paradoxe et la conflictualité dont est porteuse le terme, ce qui est le plus proche, et il désigne comme ça ce qui est le plus proche, le plus intérieur tout en étant extérieur. Donc voilà, c'est le plus intime et le plus intime est à l'extérieur. C'est ça que ça vient désigner. Et cette intimité externalisée
nous oblige à penser l'intimité comme une chose étrange, voire étrangère. Donc dans une tension comme ça qui... et cet étranger intime, évidemment, la psychanalyse s'y intéresse de près et la rencontre dans sa clinique, par exemple, à travers un rêve qui nous surprend, à travers un symptôme qui résiste, à travers les traces d'une histoire familiale que nous n'avons jamais vécue, mais qui nous traverse de manière perceptible à certains moments de nos existences, à travers aussi des paroles que nous prononçons sans les reconnaître comme nôtres, mais qu'on s'entend dire. Voilà, donc c'est une expérience ordinaire, disons, pour la psychanalyse, d'avoir affaire à ce unheimlich, à cette extimité. Bon, je saute parce que sinon je vais pas pouvoir parler du livre, ce serait quand même dommage vu que je suis là pour ça. Donc je vous situe quand même encore une fois, mais de manière beaucoup plus personnelle, une des origines de ce livre, qui vient, d'ailleurs comme l'autre livre dont tu parlais, Ève, La vie psychique du raciste, qui vient d'une interpellation à laquelle j'ai été très sensible dans ma clinique à partir de, c'est assez daté, à partir de 2015, en particulier parce qu'une personne qui me parlait participait à cette chose qui a fait scandale à ce moment-là, qui était le camp d'été décolonial en non-mixité, qui rassemblait donc des personnes racisées soucieuses de penser leurs conditions sociales avec un prisme postcolonial, et qui avait lieu à Paris 8 et qui a été dénoncé comme une sorte de séparatisme à ce moment-là, sans qu'on se rende compte que l'histoire du féminisme... exactement, qu'il y a eu des expériences de non-mixité, des expériences politiques de non-mixité, donc c'était pas une innovation, mais ça faisait scandale parce qu'effectivement on n'était pas prêt du tout à envisager que la postérité coloniale s'organise de cette manière-là. Donc il se trouve que je commence à entendre dans ma pratique clinique des positionnements subjectifs complètement nouveaux. Et ça, il y a eu un décalage dans le temps, puisqu'on peut dire qu'en France, et c'est assez différent de l'histoire de la zone d'influence anglo-saxonne, les études postcoloniales prennent vraiment au cours de la décennie 2000 et que de manière interdisciplinaire, donc en histoire, en sociologie, en anthropologie et même en philosophie, ces questions se mettent à être largement travaillées. Et par ailleurs, ça rencontre aussi une actualité politique. Évidemment, au milieu de cette décennie 2000, il y a les émeutes de 2005 après la mort de Ziad Ebouna, et donc qui marque un moment quand même, quand il y a eu un anniversaire de ça, là, il y a eu beaucoup de choses qui sont d'analyse a posteriori qui ont été refaites autour de ces événements. Et donc, la question devient pour moi, et pour quelques autres, je n'étais pas seule, mais c'est vrai que ça m'a conduite à proposer, disons, de travailler ces questions de qu'est-ce qu'on fait de ce qui apparaît dans ces discours, pas de ces discours eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'on fait du décalage, du repositionnement que, disons, la 3e, 4e génération des personnes qui sont directement concernées par cette histoire coloniale, c'est-à-dire issues de l'immigration essentiellement algérienne en France, c'est quand même la postérité de l'Algérie française, entre guillemets, qui a 3 ou 4 générations d'écart, qui a commencé à s'emparer de ces questions. Et le point pour moi, c'était non pas évidemment qu'est-ce qu'on fait de ces discours, mais comment on les entend, c'est-à-dire quels outils on se donne à nous-mêmes pour faire de la place à ce qui est en train d'émerger et qui, effectivement, est un support de subjectivation décisif pour des gens qui sont dans une situation politique et qui disent cette situation politique sur le mode on est français, nous, mais en fait, on ne peut pas l'être.
on est français sans l'être. C'est-à-dire, cette supposée intégration-assimilation, c'est aussi pour ça que je suis partie de ce fondement-là de l'histoire du mouvement psychanalytique, cette intégration, alors on ne peut même pas parler d'assimilation, parce qu'il n'y a pas eu assimilation, en l'occurrence, c'est même pas le mouvement qui c'était une proposition moins forte que celle-là, et pour des raisons sociales, ça touche aussi pas les mêmes classes sociales, en l'occurrence. C'est le prolétariat, la force de travail issue de l'immigration postcoloniale qui constitue l'essentiel du background sociologique des gens qui me parlent. Alors effectivement, donc, cette intégration n'a pas eu lieu, et donc, comment on fait pour parler, pour soutenir une position de sujet à partir de ce clivage irréconciliable, c'est-à-dire au niveau des subjectivités individuelles, comment on fait pour être français sans l'être. On ne peut plus échapper à ce problème qui nous revient de partout, donc du coup, on a constitué ce collectif de pantins, dont j'étais à l'initiative, mais je n'avais pas fait seule, et j'aurais pas pu le faire seule, avec des collègues psy, et puis assez rapidement nous ont rejoint donc on est complètement dans l'interdisciplinarité, on travaille pas que avec des psys, parce que l'enjeu c'est de constituer des outils transversaux aussi, c'est-à-dire d'utiliser les recherches des autres, mais aussi de les nourrir, les recherches des autres, par nos propres outils conceptuels et par nos propres perspectives. Donc on est un groupe qui est variable, parce que c'est un collectif complètement ouvert, mais on peut être entre 40 et 80, voire 100 certaines fois, et avec donc des anthropologues, des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, des historiens, des philosophes, etc. Et on organise des rencontres de discussions, mais aussi de propositions. C'est-à-dire, il y a vraiment des exposés, c'est pas juste mettre les gens ensemble et se parler, c'est préparer des rencontres, des problèmes, des manières de traiter les problèmes. Je vois que notre site, on a un site internet, donc vous pouvez regarder, mais je ne sais pas si on a subi une attaque ou quoi. Peut-être parce qu'on a publié un soutien du colloque annulé. Exactement. On a publié un soutien. C'est en première page. Au colloque annulé, et bizarrement, la semaine d'après, on n'a plus de site, là, ça date d'aujourd'hui. Donc, je vais pas produire ma propre petite théorie du complot, mais c'est vrai que on est dans un moment où on se dit tous les coups sont permis, donc c'est pas exclu que on va régler ce problème technique rapidement, j'espère, et vous pourrez accéder à nos archives. Très bien fait ce site d'ailleurs, il est vraiment bien. On devrait avoir la même chose pour nos équipes de recherche. Non, mais c'est justement parce qu'on est un groupe de recherche autonome, non adossé à une institution, qu'on a absolument besoin de se rendre visible, d'archiver ce qu'on fait, etc. S'il y avait une institution derrière, ce serait sans doute moins nécessaire, mais là c'est vraiment fondamental pour nous, ça fait exister nos travaux, et puis aussi une perspective. C'est pas seulement faire exister nos travaux, c'est faire exister des propositions qui sont effectivement, on ne peut pas écouter des personnes qui sont porteuses de cette histoire-là, et d'une certaine manière on l'est tous, différemment, mais bon, et la comparaison actuelle qui est faite entre antisémitisme et islamophobie le confirme. On ne peut pas écouter nos patients et patients en l'occurrence sans s'être préalablement donner les moyens de donner à ces mots leur profondeur et leur situation historique. Et si on ne fait pas ce travail-là, si on ne pense pas nous-mêmes le contexte dans lequel ces paroles existent, en fait, on ne peut rien en entendre. Or, c'est comme le minimum qu'on soit en mesure d'attendre de quelqu'un qui vous écoute, c'est qu'il se donne les moyens de cette écoute, qu'elle se donne les moyens de cette écoute. Donc, c'est ce que le collectif de Pantin, c'est l'ambition du collectif de Pantin, c'est de se donner ces moyens. Alors, je vous parle quand même, parce que je voudrais qu'on puisse discuter, je vous parle quand même du livre.
le projet de ce livre s'est adossé à l'idée que la psychanalyse porte ses propres angles aveugles ou ses propres angles morts culturels. Et donc c'est occidentalocentré elle-même, alors qu'elle avait la possibilité, de par son histoire, que j'ai reprise à l'envers, si vous voulez, tout à l'heure, de se situer autrement que comme une science de la subjectivité occidentale. Donc montrer comment ces angles aveugles se sont constitués, montrer comment les subjectivités non occidentales ouvrent des voies nouvelles pour la compréhension de l'inconscient. Et donc, d'une certaine manière, monolithiser l'inconscient, voilà. Et par ailleurs que l'histoire de la discipline est en réalité plurielle et transnationale. Et pas seulement sur le mode habituel sous lequel s'est constituée l'histoire de la psychanalyse, qui est une conquête de l'Ouest, c'est-à-dire on part de la mythologie Europa, quoi, et puis on va vers les pays anglo-saxons, et de fait, ça c'est indéniable, la psychanalyse s'est mondialisée par les États-Unis. Mais c'est une psychanalyse complètement, comme souvent les effets de la mondialisation, qui s'est uniformisée, standardisée. L'International Psychoanalytic Association qui a la main sur en fait tout ce qui est l'existence officielle des institutions. C'est l'organe central, si vous voulez, qui organise la légitimité mondiale des associations de psychanalyse qui veulent être reconnues comme justement ayant leur crédit officiel. Et ça a uniformisé les pratiques, uniformisé les concepts, etc. Donc nous, on s'est situé à l'envers de ça, quoi. C'est montrer ce qui n'a pas réussi, Dieu merci, à être uniformisé. Donc le livre, du coup, disons, la forme qu'a pris ce livre témoigne de ça aussi, c'est-à-dire d'abord on a voulu là aussi rendre une profondeur historique à cette histoire, c'est-à-dire on part du début et on va chercher un peu partout dans le monde toutes les expériences qui ont été faites et qui ont déplacé à la fois les pratiques localement et qui ont inventé des alliances interdisciplinaires spécifiques au contexte dans lequel ça apparaissait. Par ailleurs, montrer un peu que, justement, comme c'est pas une histoire officielle homogénéisée avec un organe central qui régit la circulation globale, forcément c'est très éclaté, quoi. Donc c'est des apparitions ponctuelles avec éventuellement des disparitions derrière. C'est lié à des contextes politiques spécifiques. Je sais pas, la révolution mexicaine par exemple, qui apparaît comme étant particulièrement réceptive aux questions de sexualité dès les années 20. C'est la manière dont dans la Caraïbe, enfin dans les Antilles françaises, l'alliance avec la littérature a été décisive pour faire exister des enjeux de la psychanalyse sur place. C'est dans le monde arabe, dans le Maghreb, la façon dont le soufisme a été aussi s'est branché sur certaines questions de psychanalyse et a rendu possible une circulation spécifique, pas toujours clinique, c'est-à-dire il y a des effets cliniques de ça. C'est le Brésil par exemple qui inaugure ce qui est devenu depuis ce qu'on connaît sous le nom de art-thérapie. La psychiatrie la psychiatrie brésilienne fait des expérimentations qui sont avant Tosquelles, avant tout ce qui a été ensuite théorisé par Fanon sous le nom de social thérapie, c'est-à-dire des ateliers, des clubs, etc., des clubs thérapeutiques. Donc tout ça, ça fait partie de l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, de la psychiatrie de secteur, d'une psychiatrie politisée, etc. Mais c'est déjà expérimenté en fait avant, sans qu'on le sache. Il n'y a pas eu
contact direct entre ces expérimentations, mais on se rend compte en cherchant que voilà. Voilà, il s'agissait pour nous de rompre avec une histoire de la psychanalyse qui propose un grand récit homogène de la conquête de l'Ouest. Ça, c'est Roudinesco qui a porté très haut, et elle a réussi, parce que en France, elle a un grand crédit pour ça, elle a une grande visibilité, donc pour faire de la psychanalyse, d'une certaine manière, le fleuron du progressisme occidental. Les critères d'acceptabilité. Les trois conditions voilà, qui sont évoquées. Exactement. Donc, il faut une société suffisamment laïcisée, donc existe le religieux. Un sujet juridique. Voilà, il faut un sujet du droit, donc en fait une démocratie, un contexte démocratique, et il faut une alliance avec la psychiatrie, c'est-à-dire que le milieu médical promeuve aussi une forme de thérapeutique qui passe par la parole, qui accepte l'idée que toute thérapeutique n'est pas strictement médicamenteuse. Bon, en fait, on montre exactement le contraire, c'est-à-dire ces critères ne sont pas nécessaires pour qu'émergent des propositions fortes qui, à la fois, font exister culturellement la psychanalyse dans des milieux, dans des contextes non occidentaux, mais qui aussi, et c'était notre intérêt, font retour sur la psychanalyse occidentale, l'oblige à considérer la part de l'étranger qui la constitue aussi et qu'elle a eu beaucoup de mal à intégrer. Ça fait pile 1 heure. J'ai complètement compressé. Il y a 1000 trucs que je vous ai pas dit, mais peut-être ce serait dommage qu'il n'y ait pas de discussion, donc je peux reprendre un certain nombre de choses dans la discussion. La phrase que tu viens de dire fait penser à, si je ne me trompe pas, j'ai trouvé ça, je connaissais pas moi cette citation qui, alors là du coup j'ai pas pris mes lunettes, du coup je vais récupérer mes lunettes, sinon, mais c'est peut-être une tarte à la crème de ton point de vue, mais une phrase de Ashish Nandy qui est mise tout au début, qui est la première phrase en exergue, qui est les contours psychologiques du colonialisme sont désormais bien connus dans leurs grandes lignes. Moins connues sont les pathologies culturelles et psychologiques qu'a produites la colonisation dans les pays colonisateurs. Voilà. C'est un petit peu c'est exactement ce qu'on travaille au collectif de Pantin. C'est ça. Comment ? C'est le travail de Manoni, en fait. Voilà, tout à fait. Manoni est un énorme appui pour nous. Oui, c'est étonnant parce qu'il a été très marginalisé, en fait. En fait, c'est... Par Césaire, c'est ça qui est... Ouais, alors c'est très compliqué. Par Césaire, c'est sûr. Césaire l'assassine, littéralement. Mais parce que c'est un moment... Donc, juste, je vous situe le truc pour ceux qui connaissent. Je situe. Mais en fait, ça, c'est le point d'appui principal de notre autre petit livre. Ça, c'est un gros livre, mais le livre qu'on a fait avec Livio, qui est lui le spécialiste de Manoni, mais du coup je suis rentrée dans sa spécialité, reprend toute cette polémique autour donc du livre d'Octave Manoni, qui est en fait un professeur de philosophie qui a exercé comme prof de philo aux Antilles, à La Réunion, puis à Madagascar, et qui, en 1950, donc juste avant la publication de Peau noire, masque blanc, qui date de 52, et donc c'est à cette occasion, il y a un moment comme ça, donc anticolonialiste, qui est porté essentiellement à ce moment-là, par les communistes. Et donc c'est en tant que communiste que Césaire attaque Manoni, parce que donc lui, Manoni, écrit ce livre qui s'appelle Psychologie de la colonisation, qui est publié au Seuil à ce moment-là, en 50, et où il essaye de proposer une analyse de ce qu'il appelle la situation coloniale en termes d'articulation de complexes. Donc il associe 2 complexes qui lui permettent de comprendre, enfin en tout cas de théoriser le fait que cette situation coloniale, qui est en fait intenable, beaucoup de gens commencent à voir qu'à tous égards la situation coloniale est intenable, et que ça pourra pas, ce rapport de force spécifique produit par la colonisation
non seulement est intenable humainement, mais même économiquement. Les intérêts économiques des empires commencent à décroître et font apparaître justement à quel point la situation humaine que produit la colonisation est telle que il n'est pas possible que les colons se maintiennent dans une position de domination sans que ça produise à brève échéance, et c'est à l'occasion un renversement du rapport de force. Évidemment l'Algérie l'a prouvé entre 54 et 62, mais au moment où Manoni enseigne à Madagascar, c'est le moment de la grande révolte en 47. Révolte donc et il écrit son livre dans la suite de ça, justement parce que là ça devient clair, quoi. Les décolonisations sont à l'horizon, quoi. Tous les gens qui sont un peu lucides et pas complètement idéologisés par le bienfait civilisationnel de la colonisation supposée. Ce discours-là qui est très prégnant, il y a quand même des gens qui arrivent à s'en dégager et à voir la situation pour ce qu'elle est. C'est son cas à la suite de cette grande révolte qui est hyper intéressante parce que c'est un cas d'école. En fait, contrairement à ce qui se passerait en Algérie, c'est un massacre parce que la révolte est menée par les indigènes avec donc des outils culturels qui rendent cette révolte, la condamnent à mort avant même qu'elle ait commencé, c'est-à-dire il y a toute une pensée magique qui anime les activistes de cette révolte, et donc ils pensent que leurs sarbacanes vont se transformer au moment de l'attaque en armes létales, etc. Donc ils se font massacrer, énormément de gens partent au combat, ils se font massacrer, mais ce que fait la France et qui est inimaginable, c'est l'inverse de ce qui se passe en Algérie, qui se passera en Algérie, c'est que pour relégitimer sa position de domination, la France, le gouvernement français gonfle à mort les chiffres des blessés et des pertes humaines liées à la répression de cette révolte. Donc on passe de 1 à 10. Donc au lieu de dire comme ce sera le cas en Algérie, c'est-à-dire non, on n'a pas torturé, non, il ne s'est rien passé, etc. Jusqu'à un certain point, mais je veux dire, en minimisant l'exercice de la violence, là il est maximisé pour rendre à la France, un crédit que en fait elle a perdu à ses yeux en laissant advenir cette révolte. Donc c'est une configuration hyper particulière, hyper choquante. Mais alors, parce que moi je connais, est-ce que ça s'accompagne justement d'un discours sur la dimension extrêmement primitive de cette révolte? Bien sûr, évidemment. Mais effectivement, il faut quand même dire que c'était une vraie révolte et que la France a les moyens de mater même des vraies révoltes. Bien sûr, c'est des primitifs, c'est ça le... C'est complètement à double tranchant. Voilà, c'est complètement à double tranchant. C'est une position complètement étrange et ça mérite d'être examiné de près parce que je pense vraiment il n'y a pas d'autre cas de ce genre où effectivement au lieu de dénier sa propre violence pour maintenir une dignité, une respectabilité, on la grossit pour s'assurer que cette violence est le reflet d'une domination effective et qu'on n'a pas perdu la main et que donc on est capable d'éliminer, la moitié de la population de cette île s'il le faut, quoi. C'est aussi à visée dissuasive, c'est-à-dire c'est pas la peine de recommencer, vous serez tous massacrés, quoi. Donc c'est vraiment très différent de ce qui se passera en Algérie de ce point de vue-là. Mais effectivement, le contexte n'est pas du tout le même. Madagascar n'est pas une colonie de peuplement, donc on n'a pas besoin de protéger la population française sur place, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Bref, donc Manoni, à partir de là, fait une analyse, sait que c'est le crépuscule du monde colonial, des empires coloniaux, que ça ne pourra pas durer longtemps comme ça, et
et articule en fait deux complexes intriqués l'un dans l'autre, le complexe du colonisateur et le complexe du colonisé. Bon, ça a donné lieu à... C'est vrai qu'il le fait de manière maladroite, ça a donné lieu à des hurlements parce que... donc de Fanon, alors de Césaire, voilà. Mais Césaire, son argument n'est pas du tout le même que celui de Fanon. Césaire, son argument, c'est un argument communiste, c'est-à-dire on ne va pas considérer du point de vue psychologique la situation coloniale parce que l'enjeu des empires, l'enjeu majeur, c'est un enjeu économique, donc c'est un rapport de force économique, donc c'est sous cet angle-là que la situation, et sous cet angle-là seulement que la situation coloniale doit être considérée. C'est congruent avec la position du Parti communiste de l'époque, qui de toute façon, justement, est un opposant majeur à la psychanalyse. Toute la psychologie est une psychologie mécaniste qui est tributaire d'une vision économiciste, quoi. Donc ça va avec ça. Donc Fanon a un autre argument contre Manoni. Alors, les deux complexes que Manoni propose, c'est complètement contre-intuitif en plus quand c'est énoncé comme ça, donc ça a donné lieu à énormément de malentendus. Le complexe du colonisateur, il le nomme le complexe d'infériorité, ce qui est complètement bizarre parce que évidemment le colonisateur est en position de domination, donc comment parler d'infériorité dans une position de domination? En fait, c'est élaboré à partir d'un disciple dissident de Freud qui s'appelle Alfred Adler, qui a proposé l'idée que une des déterminations psychologiques de la position, de la construction subjective du garçon, c'est très genré, c'est d'être toujours mis en position d'infériorité. C'est complètement pris dans l'idée freudienne du complexe d'Oedipe. Le garçon se construit à partir de son infériorité supposée par rapport au modèle qu'est le père. Et dans les fratries, par exemple, un des moteurs de la conflictualité entre frères, c'est la conquête d'une position hégémonique dans la fratrie pour contrecarrer l'infériorité produite par la différence générationnelle et le fait que le père, effectivement, dans les sociétés patriarcales, c'est présenté comme ça, le père est le modèle pour le fils, inatteignable, indépassable, la supériorité du père est toujours rappelée au fils. Donc le fils développe un complexe d'infériorité. En fait, Manoni déplace cette idée d'Adler sur la situation coloniale d'une manière qui n'est pas inintéressante. C'est aussi quelque chose que, par exemple, Hannah Arendt étudie dans la façon, dans le type de colonisation qui s'est faite en Afrique du Sud. En fait, c'est les petits blancs, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire le prolétariat surnuméraire, en l'occurrence des juifs du prolétariat anglais dans les filatures. Alors le contexte totalement Marx Engels, quoi. Il y a une population surnuméraire que le capitalisme n'arrive pas à intégrer dans son économie, et donc ça tombe bien, il y a des empires, on va délocaliser cette masse flottante potentiellement en chômage et donc menaçante pour l'équilibre social, on la prend, on la délocalise, en l'occurrence on la voit en Afrique du Sud. Il se trouve que la composition sociale par exemple c'est pas uniquement ça, mais une partie de la composition sociale de la colonisation algérienne est aussi construite sur ce modèle-là, c'est-à-dire les petits blancs en France qui ne trouvent pas ou qui sont insatisfaits d'une situation sociale, il n'y a pas d'ascension sociale suffisante, il y a toute une marge comme ça de population de travailleurs et travailleuses qu'on n'arrive pas à intégrer ou qui sont insatisfaits de leurs conditions, on leur fait miroiter la colonie comme le lieu d'une ascension, d'un accomplissement social qu'ils n'auront jamais en métropole. Et donc, en fait, Manoni déplace le truc de la famille oedipienne patriarcale à
disons, la société capitaliste et la manière. Alors, il n'a pas une analyse, là c'est moi qui est un peu force trait, mais c'est ça, c'est quand même un homme de gauche voilà, qui a une vraie culture. Il ne le dit pas comme ça dans le livre, mais ce sont les présupposés de sa réflexion. En fait, voilà, il distingue deux classes d'ailleurs, le colonisateur et les colons. Le colonisateur, c'est le conquérant, donc qui devient, et donc ça reproduit exactement le truc de la famille égyptienne. C'est-à-dire, il y a le père idéal, celui qui a conquis le territoire et qui devient une espèce de modèle, voilà. Et puis il y a les colons qui se démerdent tant bien que mal pour voilà, maintenir la situation qui a été rendue possible par la conquête. Et Albert Memmi, il a vachement calqué. Oui, c'est très proche de ça. C'est extrêmement proche. Oui, c'est très proche. C'est assez proche en date aussi. Oui, tout à fait. C'est le même moment. C'est intéressant par rapport à une forme d'intersectionnalité parce qu'il y a à la fois il y a le colonisé qui pourtant a été obligé de parler la langue du colonisateur et de devenir le produit de ce qu'il décrit, et le juif. Tout à fait. Oui, de toute façon, l'histoire des Juifs en Algérie, c'est une histoire de coloniser. Il y a le décret Crémieux, il y a cette manière qui naturalise les Juifs en Algérie, mais qui du coup produit une scission interne catastrophique, c'est-à-dire ça met en conflit une histoire séculaire des musulmans et des juifs complètement associés dans une culture commune, en particulier en Algérie, au Maroc aussi, et évidemment les musulmans n'accéderont pas à la nationalité française, et les juifs, jusqu'à ce qu'on considère qu'on peut les dénaturaliser en 1941, mais jusque-là, entre 1870 et 1941, c'est mieux de les considérer comme des alliés du gouvernement colonial. Et de fait, c'est vachement intéressant parce que un des arguments, ça a été de dire qu'il l'avait demandé. En fait, c'est faux. C'est une naturalisation de groupe, ça n'arrive jamais. C'est pas demandé individuellement. Et donc, c'est vraiment une stratégie coloniale pour rétablir et contrôler au maximum le rapport de force sur place, qui est difficile à contrôler précisément parce que, en Algérie, il y a plein de groupes ethniques distincts, de langues, et donc c'est vachement difficile de contrôler ce territoire énorme et très divers. Donc il faut des alliés sur place, et les Juifs sont considérés comme des meilleurs alliés que d'autres groupes ethniques. Bref, donc j'en reviens à la manière dont Manoni conçoit ces complexes, donc complexe d'infériorité du colon, et complexe de dépendance du colonisé. Alors là, donc ça a été compris, et c'est vrai qu'il a prêté le flanc au malentendu, donc il s'est mal débrouillé, et en même temps, quand on regarde de près les choses, c'est beaucoup moins scandaleux que... Et d'ailleurs, Fanon ne s'y est pas trompé, la position de Fanon est beaucoup plus nuancée que celle de Césaire. Dans la critique, ouais. Donc l'idée, si on regarde les choses de loin, ça donne l'impression que Manoni dit, en fait, ça arrange bien les colonisés d'être colonisés parce qu'ils peuvent exercer à l'occasion de cette colonisation une forme de dépendance à l'autre qui est culturellement prédéterminée. Voilà. C'est normal. Non, mais donc ça donne cette idée-là. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et plus subtil que ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est que une manière de supporter le bouleversement total de son monde, de son monde propre et du monde de son groupe que produit la colonisation, c'est de déplacer en fait les codes culturels qui sont les siens, c'est-à-dire par exemple le culte des aïeux qui est très fort à Madagascar, de faire des blancs, des équivalents des blancs colons, des équivalents des aïeux, ce qui rend supportable en fait la situation. Ça rend lisible et supportable une situation qui sinon serait annihilante pour les populations autochtones. Donc c'est quand même un peu plus compliqué, et de fait, c'est vraiment intéressant parce que donc on a regardé de très près le moment où Fanon et Manoni sont en dialogue, et
plein de trucs de Manoni passent chez Fanon en fait, notamment comment Le titre, voilà, je crois que ça- exactement, voilà, des articles préliminaires à Peau noire, masque blanc, un article qui date d'un an avant la publication de Peau noire, masque blanc qui s'appelle L'expérience vécue du noir. Donc c'est un titre de Fanon. En fait, voilà, reprennent des idées de Manoni. Donc il le critique dans Peau noire, masque blanc, mais en même temps il l'utilise. Et c'est un rapport ambivalent, disons. Ce que Manoni reconnaîtra dans un texte bien ultérieur, qui est un texte de 66, qui est publié dans une revue qui s'appelle Race, une revue donc anglo-saxonne. Et cet article, franchement, le mec est quand même assez fort parce qu'on ne peut pas dire que c'était à la mode à ce moment-là. En 66, il publie cet article qui s'appelle The Decolonization of Myself, et donc où il revient sur la violence de la polémique à la publication de Psychologie de la colonisation, et où il dit, mais au fond, oui, évidemment que en fait c'était insupportable qu'au moment où s'élevait un mouvement anticolonialiste qui commençait à se structurer, un mec dans ma position, enfin il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit quand même, un mec dans ma position vienne expliquer à ceux qui étaient en train de construire leur propre savoir et pour qui c'était stratégiquement crucial, leur disent oui, en fait, cette situation, elle repose sur une forme d'assentiment conjoint. Oui, il y a un rapport de force, c'est évident, il y a une domination, il y a des dominants et des dominés, mais quand même, si ça tient encore, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a intriqué les positions respectives. Et il dit à partir de. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et finalement, ce sont ceux qui ont construit un savoir depuis une position de dominé qui doivent parler de ça, quoi. Et ça va faire. C'est une anticipation évidente de ce que vont devenir les études postcoloniales, les subaltern studies, tout ce qui se développe depuis l'Inde, justement, mais aussi après aux États-Unis. Voilà, donc c'est un personnage complexe, Manoni, qui est capable aussi d'une autocritique, qui est pris dans la situation coloniale lui-même et qui ne peut pas ne pas en dire quelque chose. En particulier, je pense, après cette révolte de Madagascar, qui a été un carnage sous une modalité sidérante, quoi, d'un carnage, on a fait un carnage encore plus grand pour servir les intérêts de l'Empire français. Et en même temps, il est capable aussi d'entendre ce que Fanon lui dit. C'est vachement intéressant parce que il a eu la même trajectoire de réception que Fanon. Fanon revient en France à partir du début des années 90, mais alors il y a le tiers-mondisme, qui au moment, à la fin, juste avant sa mort, il y a quand même un cercle autour de lui qui le porte et qui diffuse sa pensée. Il a la préface de Sartre au Damné de la Terre, etc. Il y a quand même une réception de son vivant. Oui, non, de son vivant. Il y a une réception qui se prolonge par le tiers-mondisme le politique, quoi. Mais en France, il n'est pas du tout mobilisé par les théoriciens de la colonialité des années 70-80. Ça revient par les États-Unis. Et assez tardivement, il y a la première biographie en France de Fanon, c'est Alice Cherki, qui était une psychiatre qui était avec lui à Blida en Algérie, qui a travaillé avec lui, qui est encore vivante, et qui relance un peu la postérité de Fanon en France. Et Manoni a la même trajectoire de réception, assez curieusement. Il est traduit tout de suite, sa psychologie de la colonisation est traduite en anglais tout de suite, étudiée aux États-Unis, citée aux États-Unis, et
plus personne en France, avant qu'on reprenne les choses, qu'on réactive tout ça, n'utilisait ça. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir ça, quoi. Effectivement, il y a une captation par le monde anglo-saxon, mais bon, pour des raisons aussi assez évidentes, les questions de race, de racisme, de racialisation avaient une existence beaucoup plus grande dans le monde anglo-saxon, donc c'était assez logique que voilà, ça trouve une place un peu de façon plus évidente. Et voilà, je sais pas pourquoi des histoires. Moi j'avais une question, si Oui, vas-y. vous parliez du point de départ de cette pratique clinique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu enfin, sans de ma pratique, oui, et de cette émergence de problématiques finalement dans le cabinet qui ressortissaient visiblement au post-colonial, mais vis-à-vis duquel vous étiez peut-être pas suffisamment armé. Voilà, c'est ça. Bah oui. Qu'est-ce que ça prend comme forme concrètement? Bah, ça prend la forme que, c'est pour ça que je vous parlais de cette expérience de cette femme qui me parlait de ce camp d'été des coloniales en non-mixité. Ça prend ce genre de forme, c'est-à-dire, en fait, je me suis, un peu par hasard au départ, et puis maintenant c'est plus par hasard, parce que comme voilà, j'ai pas mal parlé et écrit sur ces questions, maintenant je suis identifiée à cette place-là. Donc alors, même si... Bon, c'est compliqué parce que, évidemment, je suis identifiée comme blanche, assez logiquement. Donc, toute la question de savoir, qui est une question qui aujourd'hui ne peut pas vraiment être contournée, de ce qu'on appelle les psy-safe, c'est-à-dire qui sont formés aux questions LGBT, donc aux questions féministes, aux questions antiracistes, existent, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai quand même essentiellement des patientes et des patients plutôt jeunes, enfin, c'est-à-dire majoritairement entre 20 et 40, j'appelle ça la jeunesse. Et donc des gens qui sont saisis vraiment par ces enjeux-là, quoi. Alors, j'ai beaucoup de personnes trans, de personnes racisées, de personnes LGBT en général, et qui cherchent des gens à qui parler, c'est-à-dire qui soient prêts exactement sur la même question que les affaires de racisme, qui soient prêts à entendre, qui les codent, qui soient prêts à entendre un psy qu'il ne fallait pas éduquer soi-même, quoi. C'est beaucoup le discours qui revient, c'est-à-dire en fait si on se retrouve à parler à des gens qui sont au courant de rien de tous ces enjeux, qui n'ont pas fait l'effort de s'y intéresser et de se donner les moyens de savoir de quoi ils retournent, comment c'est politisé, comment c'est mis en circulation socialement, quels espaces d'activation ça produit, et ben en fait on a l'impression de devoir éduquer son psy pour qu'il nous écoute. Donc c'est un peu c'est un travail préalable qui est fatigant. Et puis qui déplace aussi complètement les choses, quoi. C'est-à-dire, donc ça pose question aussi, cette affaire de psy-safe. Je vois très bien pourquoi c'est nécessaire, d'où c'est venu, c'est-à-dire la violence ressentie au fait qu'on parle à quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'on dit, c'est une vraie violence. En même temps, c'est vrai aussi que, et bon, j'ai l'impression d'arriver à naviguer là-dedans, c'est-à-dire notamment par rapport aux personnes racisées qui cherchent à parler, qui cherchent souvent des psys racisés, avec le présupposé que l'expérience commune de la racisation rend des choses audibles. En fait, mon expérience à moi, c'est que si on fait l'effort de prendre ça au sérieux et de constituer un savoir sincère, disons, sur ces enjeux-là, en fait, la question, c'est pas tellement qu'on soit racisé ou pas, quoi. C'est qu'effectivement, on se soit donné les moyens de construire une écoute qui n'est pas donnée, en fait. Ce n'est pas donné. Des outils très, très longuement travaillés, quoi. Comment ? Avec des outils. Oui, c'est ça. Non, mais il faut se mettre à l'épreuve de ça. Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'était un moment où tu t'es presque retrouvé sans les outils qu'il fallait. Tout à fait. Étant donné une sorte de... Tout à fait. Tout à fait.
Et voilà, et ça pose aussi la question qui est une question très débattue dès le départ d'ailleurs de la psychanalyse, de la neutralité de l'analyste, c'est-à-dire, alors c'est justement dans ce livre, l'article que j'ai fait concerne une femme qui est une femme émancipée du début du XXe siècle. Il y en a eu quelques-unes qui a fait médecine contre l'avis de ses parents, qui s'est mariée contre l'avis de ses parents, qui a divorcé au bout de 2 ans de mariage, qui rencontre la psychanalyse, qui rencontre Freud à Vienne, et qui se met à s'associer à ce mouvement des années 20 d'une psychanalyse ouvriériste, c'est-à-dire qui ouvre ce qu'on a appelé les free clinics, c'est-à-dire des cliniques qui proposaient donc pour la population ouvrière de Vienne des traitements gratuits en fait, qui a soutenu ce mouvement-là avec un autre psychanalyste très important qui s'appelle Wilhelm Reich, qui est assez connu parce qu'il a fait une psychologie de masse du fascisme qui mériterait d'être relue aujourd'hui. Et ce qu'on a fait d'ailleurs au collectif de Pantin. Et donc cette femme, en fait, se retrouve emprisonnée pour son activisme politique et doit partir, quitter Vienne et participe à la guerre civile espagnole. Ne peut pas rentrer à Vienne après avoir eu cette expérience politique parce que l'Anschluss, l'Autriche est déjà nazifiée, et elle part en Argentine et elle fait toute une carrière hyper étrange après cette expérience hyper politisée, donc où pour elle en fait, la psychanalyse est complètement liée à une perspective révolutionnaire, aux perspectives révolutionnaires de cette époque. Et donc, les deux sont complètement liés. Elle a 20 ans d'institutionnalisation à la mode IPA, c'est-à-dire elle devient une sorte de chef de groupe et elle se soumet à la discipline internationale de l'institution analytique, elle se dépolitise complètement, et au moment où, mais hyper tard, elle a 60 ans, donc, où il y a des grandes manifestations étudiantes en Argentine, à Buenos Aires, en 68 en fait, et ben, elle a d'un coup tout son marxisme refoulé revient et non mais c'est extrêmement étrange et elle théorise elle-même la manière dont elle s'est dépolitisée pour se légitimer à l'intérieur comme femme à l'intérieur de l'institution psychanalytique, et ensuite carrément elle part, donc elle se fait dénoncer en Argentine au moment du coup d'État comme justement une activiste politique. Elle émigre au Mexique. Du Mexique, elle organise une psychanalyse de rue qu'elle exporte au Nicaragua au moment de la révolution sandiniste. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Elle a vraiment une trajectoire. Elle est avec Castro à Cuba au moment où il y a une grande réunion des intellectuels sud-américains à Cuba. Enfin bon, voilà, il y a des gens comme ça qui ont des trajectoires étonnantes mais qui ont réussi à associer vraiment psychanalyse et engagement politique, c'est-à-dire en fait à défaire ce mythe interne à la psychanalyse qu'il faudrait une écoute neutre, c'est-à-dire que le psychanalyste n'est pas en fait de position politique dans le monde et écoute depuis une sorte d'extraterritorialité totale ce que disent les patients. En fait, ce n'est pas possible. Donc voilà, il est 7h, on doit s'arrêter, c'est ça. En fait, on n'est pas nous pris par le temps, c'est la salle qui faut que la gardienne puisse rentrer chez elle. Oui, bien sûr. Discuter devant. Continuer à discuter. Merci beaucoup.